bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette première après-midi de Polytech Paris 2024. Ce matin, nous évoquions le cadre réglementaire de la transition écologique. Cet après-midi, nous allons nous intéresser à la manière de l'alimenter. Nous allons donc parler de ressources. La complexité de notre rapport aux ressources tient en fait en deux citations. Celle de Descartes, d'abord, dans son discours de la méthode, qui disait « Connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux, nous pourrions nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. » Et puis l'autre citation, celle de Georges Duhamel, qui était médecin et qui fut prix Goncourt, « Si tu n'es pas descendu dans la mine, si tu n'as pas senti le souffle sulfureux de l'usine à papier, si tu n'as jamais respiré la fauve et fade odeur de l'abattoir, si tu n'as pas vu le four dégorger son flot de métal en délire, ô mon ami, tu ne connais pas toutes les tristesses du monde et toutes les dimensions de l'homme. » Nous savons désormais le prix de notre usage irréfrénable des ressources et de matières premières. Pourtant, nous en consommons toujours davantage. Nous ne cessons d'extraire, de disperser, de brûler ou bien de perdre même des ressources bien plus rapidement que la Terre ne peut les renouveler. Le paradoxe, évidemment, c'est que même la transition écologique nécessite des ressources. Alors, où les trouver et comment les employer pour ne pas répéter les mêmes erreurs, pour tenter de réinventer notre lien à la ressource? Voici la présidente du Bureau de recherche géologique et minier, Madame Catherine Lagneau, et le directeur général du groupe AREP, qui est une agence pluridisciplinaire qui conçoit notamment les espaces et les gares de la SNCF, l'ingénieur et auteur du tout récent album « Ressources, un défi pour l'humanité », où j'ai d'ailleurs piqué les deux citations de l'ouverture, Monsieur Philippe Biwix. Bonjour à tous les deux. On va commencer tout de suite par une question pratico-pratique et très concrète. Madame Lagneau, aujourd'hui, si nous voulons repenser notre rapport à la ressource, notamment minière, c'est parce que la transition, les transitions d'ailleurs, écologiques et numériques, ont une très forte intensité matière. Est-ce qu'on a une idée des quantités de minéraux ou de ressources nécessaires pour agir ou en tout cas rendre plus concrète notre transition écologique ? Bonjour à tous, je vous remercie pour cette question. Alors, c'est compliqué de répondre dans l'absolu à votre question, néanmoins, on peut donner quelques chiffres de comparaison. C'est vrai que la transition écologique et les nouvelles énergies, les énergies renouvelables, ont une intensité matière supérieure aux énergies qu'on utilise aujourd'hui. À titre d'exemple, on dit qu'une éolienne offshore nécessite 6 fois plus de ressources minérales qu'une centrale à charbon pour la même puissance installée. Est-ce que c'est 6, est-ce que c'est 10? Mais c'est un ordre de grandeur de ce qu'il faut sortir de terre pour la même puissance installée. On dit aussi, par exemple, qu'il faudrait recouvrir de moitié Paris de panneaux solaires pour installer un équivalent d'une tranche de centrale nucléaire. On dit aussi que, et ça c'est plus facile à calculer, qu'un véhicule électrique, une voiture électrique, si on met de côté la carcasse qui l'entoure, il faut sortir là aussi 6 fois plus de ressources minérales que dans une voiture traditionnelle. Ça veut dire que pour faire face à la transition écologique, on aura besoin de plus de matière, de plus de ressources pour produire l'énergie dont on a besoin. D'ailleurs, ce n'est pas le BRGM qui le dit, ce sont des chiffres qui sont officiels par l'Agence internationale de l'énergie. Selon les différents scénarios, plus on est ambitieux, plus il faudra sortir de ressources de terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde les politiques actuelles des gouvernements qui sont engagés dans la transition écologique, on estime que d'ici 2050, il faudra sortir 4 à 5 fois plus de ressources qu'aujourd'hui. Mais si on est plus ambitieux, si on veut aller encore plus loin, il faudra en sortir encore plus. C'est là tout le paradoxe, je dirais, de la transition énergétique et écologique. Mais plus que cela, ces ressources-là sont en concurrence avec une autre transition, qui est la transition numérique. Pour la transition numérique, alors aujourd'hui, la transition numérique ou le numérique, c'est 5%, disons, de la consommation énergétique mondiale. Là aussi, elle est en croissance exponentielle. On estime que d'ici, alors je regarde mes notes, c'est 2030 ou 2040,
d'ici 2030, oui, c'est bien ça, elle pourrait représenter 20% de la consommation énergétique mondiale. Donc il va falloir produire de l'énergie pour le numérique, et le numérique en lui-même, bien sûr, consomme des ressources, en particulier, vous le savez, des terres rares, mais pas seulement. Il va falloir installer des câbles, du cuivre. Alors si ce n'est pas le cuivre, certains me disent ce sera autre chose, l'aluminium, certes, mais il va falloir installer des câbles sous-marins, sur Terre, des millions de kilomètres de câbles pour transporter cette électricité dont on a besoin, pour électrifier nos usages et pour accompagner cette transition numérique. Et on estime aujourd'hui qu'il faudra sortir de terre plus de cuivre dans les 50 prochaines années qu'on en a sorti depuis le début de l'humanité. Est-ce que c'est vrai uniquement pour le cuivre ou est-ce qu'on peut se dire qu'en fait, pour réaliser ces transitions, cette double transition dont vous venez de nous parler, il faudra de toute manière sortir plus de matière pour peut-être les 30 prochaines années que nous n'en avons encore jamais extrait? C'est ce qu'on peut dire. Néanmoins, on sait, et on le voit ici, qu'on a des nouvelles technologies, des nouvelles manières de faire, une sobriété nécessaire qui fait qu'il est toujours compliqué de faire des projections à 20, 30 ans. Mais comme je vous le disais, si ce n'est pas du cuivre, ce sera autre chose. Si ce n'est pas des batteries au lithium, ce sera d'autres types de batteries. Mais néanmoins, tout ce numérique, par exemple, ou cette énergie qu'il faut produire reposera sur des éléments physiques. Et on peut faire le tour de la table de Mendeleïev, elle est limitée. Vous nous rappeliez à l'instant à quel point il faudra extraire, alors que nous extrayons déjà beaucoup. Monsieur Biwix, notre mode de vie actuel, il est déjà extrêmement intensif en matière. Est-ce qu'on a une idée du poids de tout ce que l'humain a déjà produit ou jeté? C'est-à-dire, y a-t-il dans cette matière déjà extraite un ordre de grandeur de ce que nous pourrions d'abord éventuellement réemployer, mais d'abord tout ce que nous avons produit? Ça pèse combien? Alors, oui, on en a une vague idée. Alors, on commence, avant de parler du stock, on peut parler du flux. Le flux, ce qu'on extrait de notre environnement, c'est à peu près un peu plus de 100 milliards de tonnes par an, chaque année. Le métabolisme, on pourrait dire, de l'humanité. Alors, dans ces 100 milliards, il y a une grosse moitié plutôt des granulats, du calcaire, de l'argile, des trucs pour faire du béton, pour la construction plutôt. Pas que ça, il y a des minéraux industriels aussi, mais c'est un peu l'idée. Un quart, à peu près 25 milliards, ce sont des choses plutôt renouvelables, théoriquement renouvelables en tout cas, produits agricoles, produits forestiers. Là-dedans, on compte tout, hein, y compris les résidus agricoles. Et puis ensuite, le dernier quart, c'est les énergies fossiles, c'est de l'ordre de 16 milliards de tonnes, la moitié de charbon, et 11 milliards de tonnes de minerais métalliques, ce dont on parlait à l'instant. Alors, on ne consomme pas 11 milliards, hein, c'est parce que en fait, là-dedans, il y a un tiers de minerais de fer, et un autre tiers, ce sont les résidus, juste les résidus miniers du cuivre et de l'or. Hein, parce que le cuivre n'est pas très concentré, c'est plutôt de l'ordre de, on va dire 1% pour simplifier, 0,5 à 2%. Et puis l'or, c'est encore moins concentré, c'est 1 gramme d'or par tonne. Donc tout ça, ça fait beaucoup de résidus miniers. Et l'Agence des Nations Unies qui compte ça, le programme des Nations Unies pour l'environnement, compte l'ensemble de ce qu'on extrait et qui va être rejeté d'un côté. Donc ça, c'est le flux, ça fait 13 tonnes par personne. Évidemment, c'est très inégalement réparti, à la fois entre les différents pays et puis au sein de chaque pays, évidemment, selon les profils de consommation. Si vous faites construire votre maison, vous allez consommer 100 tonnes ou 150 tonnes de matière. Ensuite, du coup, on peut compter ce qui a été accumulé. Il y a des choses qu'on a extrait, on a transformé, on a fabriqué. Il y a des choses qui sont encore en stock, des choses qu'on a jetées, des choses qu'on a brûlées et des choses... voilà. Donc si on prend le plastique, ça c'est assez bien suivi, il y a eu une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Depuis 1950, on a fabriqué 8 milliards de tonnes de plastique, on en a jeté 5 milliards dans la nature, dans les décharges, etc. On en a incinéré un peu, on en a recyclé 600 millions de tonnes. Donc vraiment une toute petite partie, moins de 10%, 8 ou 9%. Et donc, ensuite, il y a des estimations, mais ce sont des estimations, il y a quelques papiers scientifiques sur finalement c'est quoi l'anthroposphère. C'est quoi finalement l'ensemble de ce qu'on a construit, de ce qu'on a bâti, des objets qui nous entourent. On estime, il y a un papier scientifique qui dit que c'est 1200 milliards de tonnes à peu près. C'est-à-dire que c'est plus que tout le poids du vivant. Le poids du vivant, tous les arbres, etc., c'est à peu près 1100 milliards. Voilà, on a dépassé il y a quelques années de ça. Et puis on est en train de rajouter avec quelques dizaines de milliards chaque année en plus. Alors essentiellement du béton, hein, du granulat, de la brique. Voilà, c'est toute l'industrialisation du monde. Et je voulais préciser d'ailleurs que
cette gigantesque poussée extractiviste, elle n'est pas juste liée à la transition en fait, énergétique ou au numérique d'ailleurs. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Mais en vrai, il y a déjà la croissance, elle était déjà là de toute manière. Je vais prendre l'exemple d'un métal assez emblématique qui est le nickel. Il est emblématique parce que ça intéresse la France, il y en a en Nouvelle-Calédonie. Il est emblématique parce que c'est un métal effectivement de la transition vers la mobilité électrique. On peut en trouver dans les batteries lithium-ion, à côté du cobalt, du manganèse ou de quelques autres. En 25 ans, on a triplé l'extraction de nickel. On est passé de 1,2 million de tonnes par an à 3,6 millions de tonnes par an. Mais cette poussée-là, et les dernières années en particulier, elle n'est pas tant que ça lié au sulfate de nickel, qui est le composant qu'on va ajouter dans les batteries. C'est lié d'abord à l'acier inox. Donc l'acier inox, ça sert à faire quoi? Des usines chimiques, des laiteries, de la construction, voilà, des garde-corps, je ne sais pas, plein de choses comme ça. Des choses dans des bateaux, des choses dans des centrales nucléaires. Enfin, donc c'est vraiment l'industrialisation, l'urbanisation du monde avant la numérisation et la transition qui crée ces grandes demandes, quoi. On entend, ce sont des ordres de grandeur, vous nous le répétiez, hein, c'est compliqué de quantifier ça précisément, mais néanmoins, ce sont des ordres de grandeur colossaux. 1200 milliards de tonnes de matières déjà extraites, traitées, employées. Est-ce qu'on pourrait se dire, super, on n'a qu'à les réemployer? Madame Lagneau, est-ce qu'une économie 100% circulaire, d'un point de vue scientifique, est-ce que c'est possible? C'est une question compliquée et en même temps, on voit bien que comme on est encore en croissance, tant qu'on est en croissance, et en croissance extrêmement forte, parce que ce que vous évoquez, c'est le reflet de la croissance économique, de la croissance de la population, de la croissance des besoins. On voit bien que même si on recyclait tout, on ne serait pas en capacité de faire face à nos besoins. Aujourd'hui, alors nous, on a travaillé dans nos laboratoires au recyclage des métaux en particulier. Pour nous, même si on récupérait tout, ce qui n'est pas le cas, même si on récupérait tout, compte tenu des technologies de traitement, d'extraction, de raffinage nécessaires à récupérer ces métaux dans les produits, au mieux du top, on arriverait à récupérer peut-être 2/3 des métaux, si on était capable de les collecter. Puisqu'il y a quand même un sujet de capacité à collecter ces déchets d'abord avant de les recycler. Mais pourquoi c'est si compliqué à retraiter? C'est parce que les produits sont complexes et ils le sont de plus en plus. C'est très compliqué de récupérer des métaux, surtout quand ils sont en infime quantité, en particulier dans l'électronique. D'où le fait que l'un des axes de développement, probablement, c'est à la fois une forme d'innovation frugale et d'intégrer dès la conception des produits. Vous connaissez ça, hein, les conceptions d'analyse de cycle de vie, etc. Dès la conception, d'intégrer le recyclage réellement, la capacité à recycler, à récupérer, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Ce qui nécessite aussi, dans ce cas-là, de reprendre conscience de notre rapport à la ressource, notamment minière. Il y a d'autres ressources du sous-sol, on va en parler, mais en fait, nous ne nous rendons plus compte des ressources que nous importons. On a perdu notre lien au sous-sol, d'une certaine manière. Je suis complètement d'accord avec ça. Alors qu'on nous apprend depuis tout petit l'histoire de l'humanité liée au sous-sol, le néolithique, l'âge du fer, l'âge du bronze, enfin voilà, on nous raconte ce récit de l'humanité lié aux ressources du sous-sol, on l'a oublié. On l'a oublié, le développement de l'ère industrielle nous l'a rappelé, hein, le premier code minier, etc., ont accompagné le développement notamment de l'exploitation du charbon, du fer, etc., dans notre pays. Et puis l'arrivée de l'ère des hydrocarbures nous a fait complètement oublier cette dépendance aux ressources du sous-sol, en particulier les ressources énergétiques, puisqu'aujourd'hui notre énergie, on la sort du sous-sol. D'ailleurs, le CO2 dont on parle, on l'a sorti du sous-sol. Et on a complètement oublié ça dans cette mondialisation et le fait que dans notre pays en particulier, il n'y a plus, ou très très peu, il y a des carrières, mais plus de mines ou d'exploitation du sous-sol. Et donc c'est comme si on vivait dans un monde où on n'avait plus de dépendance à ce sous-sol, alors qu'on n'a jamais été aussi dépendant des ressources du sous-sol.
Et probablement que l'ère des ressources minérales qu'on vient d'évoquer, sur lesquelles j'ai insisté, hein, ce besoin de plus en plus grand de ressources minérales nous fait reconsidérer cette dépendance. Je pense que la crise des terres rares qui a eu lieu en 2010 nous a fait prendre conscience de notre dépendance d'autres pays. D'autres pays ont fortement investi dans la mine, dans ces ressources, et nous ont rendus dépendants des importations. À titre d'exemple, en Europe, aujourd'hui encore, on est dépendant à plus de 90% des importations de terres rares des Chinois. Mondialement, ils ont 60% du marché, mais nous, en Europe, on est encore extrêmement dépendants, non seulement de la présence de ces ressources dans le sous-sol chinois, mais aussi, ils ont investi dans toute la chaîne, puisqu'il n'y a pas que la question, évidemment, de l'extraction, mais il y a aussi toutes les questions du raffinage. On est dépendant encore aujourd'hui à près de 80% de l'importation de lithium du Chili. On investit dans notre pays. Mais voilà, c'est beaucoup cette dépendance en termes de souveraineté qui nous a fait prendre conscience de l'importance des ressources du sous-sol dans un monde qui est plus compliqué, ou en tout cas moins mondialisé, où ces ressources sont les propriétés d'autres pays dont nous sommes extrêmement dépendants. Je termine simplement pour vous dire que dans le monde entier, on assiste à une relance minière. Depuis 20 ans, en Australie, c'est plus 150% de production des industries extractives. En Asie, c'est plus 100%. En Afrique, c'est plus 30%. Aux USA ou en Amérique du Nord, plus 25%. En Amérique du Sud, plus 15%. Et en Europe, moins 30%. C'est-à-dire que l'ensemble du monde s'est réinvesti dans l'exploitation du sous-sol, mais pas en Europe. Donc on a oublié cette dépendance, on a oublié cette nécessité pour faire face à nos modes de vie et à notre croissance de sortir des ressources du sous-sol. Pour aller dans votre sens tout à l'heure et pour donner aussi un ordre de grandeur, on estime que pour produire un téléphone que nous avons tous dans nos poches, il faut sortir entre 50 et 200 kilos de minerais du sol. Pensez-y, à chaque fois que vous achetez un téléphone, il a fallu sortir, selon les mines, les extractions, etc., entre 50 et 200 kilos de matière du sol. Vous voyez, ça fait déjà quelques tonnes à nous tous dans cette salle. On entend dans votre propos à la fois le besoin impératif de ces ressources, reste qu'elles sont limitées. Or, quand un besoin infini de ressources rencontre un stock limité, à un moment, ça coince. Il y a soit rationnement, soit pénurie. Est-ce que ce sont des chemins qui pourraient être les nôtres, Monsieur Biwix? Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut prendre le chemin de l'âge des pénuries, d'une certaine manière? Alors ça fait un petit peu débat, hein. Le fait que les ressources soient limitées, en fait il y a des gens, beaucoup d'ailleurs, dont des géologues d'ailleurs, avec justesse sans doute, qui disent mais non, il n'y a pas vraiment de problème de ressources. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple le premier kilomètre de la croûte terrestre, le premier kilomètre de profondeur, sachant qu'aujourd'hui il y a des mines qui descendent à 3 km en Afrique du Sud, alors elles sont climatisées, hein, plus on descend plus il fait chaud, donc il y a des contraintes, mais juste pour se donner un ordre de grandeur, on a extrait en cuivre depuis le début de l'extraction de cuivre il y a quelques millénaires, à peu près 300 millièmes du contenu en cuivre du premier kilomètre de croûte terrestre. Ça ne fait pas beaucoup. Alors évidemment, on ne va pas aller creuser dans votre jardin ou au pied de la tour Eiffel, parce que ça poserait des problèmes dans notre vieille Europe. Mais par contre, on se dit on peut toujours descendre en concentration. Et donc, en fait, finalement, c'est pour ça que les écolos racontent depuis 50 ans, 70 ans qu'on va avoir un problème de ressources. Puis finalement, on n'a jamais de problème de ressources, même pour le pétrole, même pour le gaz, parce qu'en fait, on met en exploitation, grâce au progrès technologique, ou parce qu'on est prêt à payer éventuellement plus cher certaines ressources, eh bien, ça va permettre finalement de rendre accessibles des nouvelles ressources et on repousse comme ça finalement le risque de pénurie. Et c'est un peu cette idée hein, qu'on n'est pas sorti de l'âge du silex à cause d'un manque de silex, on est sorti parce qu'on a fait du progrès technologique. Donc ça c'est quelque chose qu'on entend très très régulièrement, hein, c'est ce que moi j'appelle, enfin je ne suis pas le premier à l'appeler comme ça, la logique cornucopienne, hein, cornucopia, la corne d'abondance. Donc l'abondance par la technologie, par le progrès technologique, on va trouver finalement de la capacité à extraire des ressources de plus en plus facilement quelque part, mais à condition de descendre en profondeur ou d'accepter des minerais plus pauvres. Et donc en fait la limite elle n'est pas forcément géologique d'une certaine manière, ou technico-géologique même, mais elle est plutôt énergético-géologique, c'est-à-dire que
si on descend en profondeur ou qu'il faut traiter plus de minerais, et que le sac poubelle qu'on a au-dessus de la tête des 200 kg de smartphone, ça devient 800 kg ou une tonne, parce qu'on aura des minerais plus pauvres, eh bien, en fait, il va falloir mettre plus d'énergie. Et puis, on va devoir avoir un impact plus important peut-être sur la biodiversité. On va peut-être aller racler le fond des océans. On va peut-être un jour aller en Antarctique, dès qu'on aura passé l'an 2048 et que le traité de 100 ans sera tombé, qui protège aujourd'hui l'Antarctique de l'extraction minière. Donc, voilà, c'est plutôt cette idée-là, de dire qu'en fait, on franchit d'autres limites planétaires. C'est pas peut-être pas complètement un problème de ressources, mais un problème d'autres questions environnementales. Et par contre, quand même, ce qu'on peut se dire effectivement, c'est que on est quand même dans une économie très linéaire. Effectivement, malheureusement, malgré tout le progrès technologique là aussi, et toutes les envies et toutes les injonctions à l'économie circulaire, en fait, on recycle très mal, hein, vous le disiez très bien tout à l'heure, particulièrement effectivement les métaux de l'électronique. Donc quand même la moitié des métaux à l'échelle mondiale, le taux de recyclage est de moins de 1%, moins de 1% de taux de recyclage, hein. C'est-à-dire c'est à peu près zéro, quoi. Et puis pour les grands métaux, ça peut être 50, 60, 80, 90%. Je crois que le mieux, c'est le plomb, grâce à des entreprises de Pollutech. Sans doute, le plomb, qui a des problèmes sanitaires, est très bien récupéré et recyclé dans les batteries de voitures. Voilà. Mais du coup, on est dans cette économie linéaire. Ça veut dire que chaque ressource qui a été concentrée par la planète sur des âges géologiques, en fait, hein, ça a pris des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'années. Parfois, ça s'est passé une seule fois dans l'histoire de la Terre. Les mines de fer, c'est des bactéries il y a 2 milliards d'années. Voilà. Et ça s'est passé une seule fois. Eh bien, à chaque fois que j'extrais quelque chose, je vais ensuite le dissiper plus ou moins vite, en 2-3 ans, 5 ans si c'est un smartphone, en 15 ans si c'est une voiture, en 50 ans si c'est un bâtiment, en 6 mois si c'est un usage dispersif, il y en a aussi. Hein. On trouve des métaux dans les crèmes solaires, dans les cosmétiques, dans plein d'endroits, dans le dentifrice. Eh bien, du coup, ces ressources ne seront pas disponibles pour les générations futures. Elles auront été infiniment dispersées, c'est-à-dire elles sont toujours là. Évidemment, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, hein, disait notre ami Lavoisier. Elles sont là, dans des déchets, dans d'anciennes décharges, dans les océans, dans les sols, parfois sous forme de pollution d'ailleurs. Elles ne seront pas. Il faudrait une énergie infinie pour récupérer en gros le dioxyde de titane de votre dentifrice que vous avez craché dans votre lavabo et qui a fini après une station d'épuration dans l'océan. C'est pas possible. Donc c'est quand même intéressant. Peut-être qu'on ne va pas se heurter à une pénurie là, maintenant, tout de suite. Ou alors des fois, il y a des pénuries locales, puis 10 ans plus tard, c'est comme sur le cas des terres rares, finalement, des géologues bossent, font de l'exploration, puis on a des entreprises qui vont mettre en exploitation au bout de 10 ans et quelques centaines de millions ou milliards de dollars, ou quelques milliards de dollars. Mais quand même, on est dans une trajectoire un peu bizarre philosophiquement, moralement, à se dire que peut-être le smartphone qu'on a fabriqué aujourd'hui, ça sera un équipement de chirurgien en moins en l'an 2300, quoi. Parce qu'on n'aura plus accès à ces ressources faciles qu'on aura tapées dans le stock le plus simple et le plus accessible. Reste que ce stock peut nous être utile pour essayer, effectivement dans cette logique un peu paradoxale que vous décriviez, de décarboner notre économie en sortant davantage de matière des sous-sols. Ça plaide quand même en gros pour une relance minière. Vous nous le disiez tout à l'heure, il va nous falloir extraire davantage de matière. Monsieur Wix, avant ressources, vous avez notamment écrit « Quel futur pour les métaux ?» Cette relance minière, elle est inéluctable. À vous écouter tous les deux, j'ai l'impression qu'on n'aura pas trop le choix. Il va falloir aller chercher ces ressources. Alors en quelques secondes seulement, après je passe la parole, mais moi je ne suis pas d'accord avec le terme relance minière. Il n'y a pas relance minière mondiale. Il y a accélération de l'extraction depuis toujours, ça continue, et ça ne s'est pas calmé, puis ça redémarre, ça a toujours été le cas. Effectivement, ça s'est passé dans d'autres pays, et il y a eu une baisse en Europe. Donc là, si on parle de relance, c'est pour la vieille Europe, uniquement, parce qu'en Australie, ils y vont à fond, et il n'y a pas de souci, etc. Alors ensuite, il y a des questions de désirabilité quand même, de se dire que la vieille Europe, elle est peut-être que la concentration en population est plus grande qu'en Australie, par exemple, ou qu'en Argentine, voire même qu'au Brésil ou aux États-Unis, qui est un pays sans frontières, peut-être presque historiquement, enfin, qui a toujours vécu dans l'abondance. Donc il y a quand même des questions d'acceptabilité, très probablement, qui fait que c'est pas si simple que ça de décréter une relance minière en Europe. Et la question, c'est est-ce que c'est effectivement désirable? Alors, il y a des gens qui disent arrêtez de nous embêter avec les métaux,
Parce que quand on va extraire beaucoup plus de cuivre, on extraira beaucoup moins de charbon aussi, ce qui est une réalité. Et si on compte le nombre de tonnes, on va extraire moins dans un monde bas carbone avec des éoliennes, des panneaux photovoltaïques et beaucoup d'électricité que dans un monde au charbon, au pétrole et au gaz. C'est une réalité. Simplement, ce n'est pas tout à fait les mêmes tonnes non plus. Les résidus miniers, par exemple, de l'industrie du cuivre, voilà, ce sont souvent des sulfures. Il y a derrière ce qu'on appelle du drainage minier acide. Il peut y avoir des résidus qui vont polluer les nappes phréatiques pendant des milliers d'années. C'est moins le cas avec d'autres types de minerais. Donc il y a vraiment, chaque type d'exploitation va avoir ses contraintes environnementales qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais moi, ce qui me pose problème dans cette relance minière, c'est de ne pas se poser la question de la finalité. C'est-à-dire qu'on présume que parce que le cuivre va être utilisé pour l'électrification, tous les usages de cuivre sont bons. Bah, peut-être que non, il y a des usages de cuivre qui sont peut-être du gâchis quelque part, et des usages de lithium qui sont peut-être du gâchis. Donc est-ce qu'on va extraire du lithium pour faire des batteries électriques? Bon, très bien. Et ces batteries électriques, est-ce qu'elles seront utilisées dans des SUV qui vont faire 2 tonnes et demie en version électrique, ou est-ce qu'elles seront utilisées pour des batteries de vélo? Et c'est ça le vrai sujet. Et aujourd'hui, on est en train de rater un virage parce qu'on prend le virage industriel d'un retour d'une certaine souveraineté, ok, peut-être minière, et puis de transformation de quelques étapes derrière, et 1 ou 2 gigafactories pour faire des voitures électriques, mais pour fabriquer des SUV, quoi. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. Donc, il y a un sujet de techno-discernement, cette idée d'accélérer, certes, mais vers où? Mais néanmoins, vous répondez à ma question quand même en disant qu'il y a un moment où il nous faudra extraire un peu cette matière. Madame Lagneau, je reviens vers presque l'activité historique du BRGM, c'est-à-dire celle de cartographier les ressources minières du territoire national. Nous avons mentionné un certain nombre de métaux, de ressources du sous-sol qui sont très spécifiques, hein, le lithium, vous avez également parlé de terres rares. Est-ce que la France possède ces matériaux indispensables? En gros, c'est quoi nos ressources minières? À nous, vous nous le disiez, on a oublié ce qu'il y avait dans notre sous-sol. Le BRGM, heureusement, c'est son job, fait cette cartographie. Dites-nous, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour au moins considérer que nous sommes bien équipés dans cette transition? Merci beaucoup pour cette question. Je rebondis simplement sur votre propos juste avant. Je crois que l'intérêt d'avoir cette question sur une relance minière dans notre pays et en Europe pose la question des usages, justement. On ne peut pas avoir ce débat sur les usages si on continue à fabriquer, je ne sais pas, une omelette chez nous en cassant les œufs chez d'autres, en polluant chez d'autres. Je pense que c'est l'un des intérêts, au moins, de se poser la question, est-ce qu'il faut relancer une exploitation sur notre sous-sol? C'est de se dire, en fait, on porte aussi les conséquences de cette exploitation. Parce que c'est vrai que les industries extractives, que la mine ont un impact extrêmement fort sur l'environnement. C'est là aussi un paradoxe. On a besoin de plus sortir, et en même temps, à chaque fois, on accroît notre impact sur l'environnement en termes de pollution, en termes de biodiversité. C'est aussi, par exemple, 70% aujourd'hui des mines dans le monde sont dans des zones de stress hydrique. Donc on utilise de l'eau pour faire de la mine plutôt que de l'eau pour nos besoins, pour les besoins des populations. Donc toutes ces questions-là, on ne peut pas accepter collectivement qu'elles se posent chez d'autres, sans se la poser nous. Et encore une fois, puisque derrière tout ça, bien sûr, c'est une question des usages. Est-ce qu'il faut faire des SUV? Il faut qu'on se la pose si on ressent aussi l'impact chez nous. Je ferme cette parenthèse et je réponds à votre question. Alors, vous allez dire, le BRGM, c'est une vieille dame. Donc nous existons depuis longtemps. Le service de la carte géologique a été créé sous Napoléon. Ça fait longtemps qu'on regarde notre territoire, donc on devrait tout connaître. Eh bien non, parce que justement le sous-sol a cette particularité, vous l'évoquiez d'ailleurs en introduction quand vous citiez Descartes, mais que notre rapport au sous-sol est nécessairement un rapport par le truchement de la science et de la technique. On n'y a pas accès par nos sens, on ne sait pas ce qu'il y a sous nos pieds, et c'est l'évolution des techniques qui nous permettent de faire évoluer la connaissance du sous-sol. Alors oui, on a fait un grand inventaire des ressources minérales dans les années 80, 70-80, où les géologues du BRGM ont sillonné la France, en particulier les massifs anciens, pour essayer de déterminer quelles ressources il y avait dans notre sous-sol. Il y a une carte disponible, vous pouvez voir, la France a probablement des gisements de classe mondiale sur un certain nombre de substances.
le tungstène, l'antimoine, l'or, l'uranium, le barium. On sait qu'on a vraiment des gisements importants. Mais à l'époque, on avait des techniques qui ne nous permettaient pas de descendre à plus de 200 mètres. On n'arrivait pas à voir. Et puis voir les ressources minérales, c'est voir des anomalies dans le sous-sol. Après, on ne peut qualifier les gisements que quand on fait des trous, des forages. Et évidemment, vous imaginez bien qu'on ne peut pas en faire partout. Donc tout ça, ce sont des modèles, des visions de scientifiques sur ce qu'il peut y avoir sous nos pieds. Ces techniques ont évolué. C'est ce qu'on appelle les techniques de géophysique. On a des relevés du signal qui est renvoyé par la Terre quand on envoie un signal électromagnétique. On fait de la gravimétrie. Toutes ces techniques ont évolué et nous permettent aujourd'hui de regarder ou d'avoir des indices sur le sous-sol et de descendre à 2000 mètres quand on le fait ponctuellement et de façon plus générale. En tout cas, on sera capable d'aller voir plus précisément et plus profond. On a aussi des techniques différentes de géochimie, on est capable de voir des choses un petit peu différentes. Et surtout, à l'époque, dans les années 80, on n'allait pas chercher les mêmes choses. On n'est jamais, en fait, allé regarder s'il y avait du lithium. On sait qu'il y en a, mais on n'est jamais allé quantifier exactement les ressources parce que ça ne nous intéressait pas. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la planification écologique, le président de la République nous a demandé de relancer un nouvel inventaire des ressources minérales sur le sous-sol national. Donc on va retourner sur le terrain. C'est des grands projets de recherche parce que ça nécessite quand même de reprendre, de refaire des levées géophysiques, d'aller sur le terrain, faire des prélèvements. On a aussi beaucoup de choses dans nos caves, des échantillons des précédents inventaires qu'on est en train de rééchantillonner. On est en train de regarder ce qu'il y a dedans. On a aussi beaucoup de données issues de tous les forages qui ont été faits sur le sous-sol national, puisque en fait, tous les industriels ou quiconque fait un forage de plus de 50 mètres dans le sous-sol national doit nous envoyer les données. Donc on les a, il faut qu'on les retraite. On utilise aujourd'hui évidemment... on a près d'1 million de données, donc ça nécessite aussi des traitements numériques nouveaux. On a des outils nouveaux, bien sûr, avec l'intelligence artificielle. Donc tout ça, on est en train de le refaire. On est en train de se remettre en ordre de marche pour requalifier les ressources minérales sur le sous-sol national. C'est un enjeu important. Sachez que depuis 30 ans, la France s'en désintéressait. Donc le BRGM a fait plein d'autres choses. Nous sommes très présents sur les enjeux des risques liés au sous-sol, des eaux souterraines, on en parlera, de l'énergie dans le sous-sol, plein d'autres sujets. Mais la question elle-même de la capacité à qualifier les ressources minérales sur le sous-sol national, nous n'avions aucun projet, aucun financement pour le faire depuis 30 ans. Donc nous sommes en train de réapprendre. On a gardé quand même la compétence, heureusement, parce que le BRGM a une activité internationale importante. Nous avons fait une grande partie des cartographies en Afrique en particulier, sur financement de la Banque mondiale. Heureusement, car nous avons gardé cette compétence, mais notre sous-sol national ne nous a plus intéressés, en tout cas sur cette dimension ressources minérales, depuis 30 ans. Vous nous disiez néanmoins, on a du lithium, on a de l'antimoine, on a un certain nombre de métaux dont on a besoin. Et en préambule, vous nous rappeliez l'ambiguïté morale qui consiste à dire oui, mais chez nous, on ne fait pas de mine, mais on l'a dans notre poche. Est-ce qu'il faudrait se dire dans ce cas-là que nous devrions réexploiter sur notre territoire ces gisements dont vous nous parliez, en se disant, après tout, c'est un enjeu de souveraineté, vous nous l'avez rappelé, et peut-être que nous pourrions le faire avec des normes, des technologies et des standards qui seraient moins éloignés des objectifs de la transition écologique. Oui, tout à fait d'accord. D'ailleurs, vous savez que l'Europe a engagé un Critical Raw Materials Act, justement, qui donne des objectifs ambitieux sur le territoire européen, de 10% d'extraction sur le sous-sol européen pour notre propre consommation, de 40% de transformation, de raffinage des minerais sur le sous-sol européen, de 25% de recyclage, je ne sais pas si on y sera, mais c'est des objectifs ambitieux, et surtout de moins de 65% de dépendance à d'autres pays d'importation de matériaux critiques en particulier. Donc oui, et comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on se repose la question parce qu'on ne pourra se réinterroger sur nos usages que quand on aura quelque part collectivement pris conscience de l'impact que cela a sur le sous-sol. Encore une fois, on peut aussi imaginer, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les exploitations du sous-sol ne sont plus celles d'hier. Il faut aussi changer l'image qu'on peut avoir de la mine qui nous est transmise dans notre collectif culturel, qui est évidemment l'image de Germinal, enfin des images assez anciennes, qui peuvent néanmoins exister encore au niveau mondial, mais qui ne seraient pas, qui ne seront pas les standards de ce qu'on appelle une mine responsable sur le territoire européen. Mine responsable, effectivement, ça nous interpelle. Enfin, c'est vrai que
je ne dirais pas que c'est un pléonasme, mais en tout cas, dans l'image que nous en avons, ces deux éléments ne sont pas complètement liés. Monsieur Biwix, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a là aussi un paradoxe qui est de se dire nous ferions des mines plus responsables, plus proches de chez nous, peut-être enverrions-nous donc plus directement les résultats, les conséquences négatives. Reste que ça ne change pas notre rapport à la ressource. On reste dans une gigantesque machine anthropique, c'est-à-dire qu'en fait, on prend, on traite et on disperse. Ça ne change pas grand-chose. Simplement, on le fait chez nous. Oui, alors moi je me demande même si en fait le choix, j'entends, hein, donc il y a eu notamment un débat public, où le débat public est encore en cours, vient de se terminer, sur les mines de lithium à Échassières dans l'Allier, hein, qui serait exploitée par Imerys. C'est déjà une exploitation aujourd'hui de kaolin, donc un truc qui sert, des argiles, qui servent à faire différents trucs, dont de la porcelaine peut-être, mais des choses plus industrielles, je pense, maintenant, plus forte valeur ajoutée. Et donc dessous, on irait chercher dans de la roche dure du lithium. Et du coup, on présente ça avec une alternative à d'autres mines de roche dure, par exemple en Australie ou en Chine. Donc j'arrive à croire que oui, peut-être le standard international, le standard de la question de la gestion globalement des impacts environnementaux sera peut-être plus forte qu'au fin fond de la Chine, j'en sais rien, j'ai pas été là-bas voir. Australie, ça se discute, faudrait voir. Et puis, il y a plusieurs manières de récupérer du lithium. Soit on va broyer de la roche dure, c'est ce qu'on ferait ici, soit on la récupère en faisant évaporer des saumures, comme c'est le cas par exemple en Chine aussi ou en Amérique du Sud. Alors, le bilan carbone a été annoncé comme étant meilleur, mais on ne sait pas trop la part du transport, on ne sait pas trop les hypothèses derrière. Moi, j'ai quand même du mal à croire qu'entre faire évaporer de l'eau d'un côté et broyer du granit de l'autre, hein, en termes énergétiques, quand même, il y en a un, c'est le soleil qui va le faire. Mais après, il y a d'autres impacts environnementaux, il y a la question de la consommation d'eau, etc. Mais OK pour dire que peut-être on ferait ça mieux qu'ailleurs. Mais la question, ce n'est pas de dire est-ce qu'on va le faire ici ou ailleurs. La question, c'est qu'on va le faire ici et ailleurs. Partout où ça sera rentable, on va le faire. Et je ne suis pas sûr que le fait d'ouvrir une mine ici va calmer le jeu ailleurs. Pour moi, à l'échelle mondiale, à chaque fois que j'ouvre une mine, je fais baisser le prix de la ressource. Donc d'une certaine manière, je m'éloigne du recyclage. Qu'est-ce qui fait qu'on ne recycle pas bien? Il y a évidemment des contraintes techniques qu'il faut lever à travers la conception des objets, etc. Mais ce n'est pas que ça, c'est que ça ne vaut pas le coup. Aujourd'hui, on ne recycle pas le lithium. On va être obligé de le recycler avec les batteries de voitures, parce qu'il y a une obligation réglementaire. Parce que l'Europe a dit, attendez, là, vous n'allez pas me laisser tout ça en plan. Donc vous allez recycler. Mais aujourd'hui, le lithium des petites batteries de l'électronique, qui sont sur nos smartphones, nos ordinateurs, etc., c'est pas recyclé. On recycle le cobalt, on recycle le cuivre, on recycle un autre truc dedans, mais on ne recycle pas le lithium. Ça ne vaut pas le coup. C'est pas rentable quelque part. C'est même peut-être pas rentable d'un point de vue environnemental, quasiment. Parce que voilà, il faudrait mettre trop d'énergie pour bien le récupérer, etc. Donc, à chaque fois que je vais offrir finalement des ressources de première monte, hein, pour parler comme les pneus, pas cher, eh bien en fait je m'éloigne des contraintes qui permettraient de faire advenir un recyclage. En gros, pour recycler, il faut que ça soit cher. L'or est hyper bien recyclé. On estime qu'il y a 90% de tout l'or qui a été extrait pendant toute l'histoire de l'humanité qui est encore disponible. Pas chez moi, hein, ni chez vous sans doute, mais dans les banques centrales, etc., ou sous forme de bijoux. Voilà. Pourquoi c'est bien recyclé? Parce que pendant longtemps, on a arraché les dents en or des gens qu'on enterrait, tout ça. Ouais, je ne vais pas rentrer dans des détails horribles, mais c'était un métal facile à reconnaître, assez cher. Et donc, du coup, à part quelques princes qui se faisaient enterrer avec leurs trucs, le reste était recyclé. Donc, pour moi, ouvrir des mines, c'est s'éloigner d'une certaine manière. Alors, peut-être qu'on peut prendre quelques exceptions, parce que le lithium, on ne va pas tourner que sur le recyclage, évidemment. Mais pour plein d'autres métaux, on devrait se poser la question. Alors, quand j'entends, par exemple, que la France aurait encore de l'or, oui, la France a de l'or. Elle en a eu pendant longtemps. Du temps des Gaulois, c'était une grande puissance minière. Mais on ne va pas ouvrir des mines d'or. Alors, ça sera peut-être un coproduit, l'or. Mais on a plus d'or aujourd'hui en réserve dans les banques centrales qu'il reste d'or en réserve dans le sous-sol, dans les premières centaines de mètres. Donc, et l'or ne sert à rien. L'or ne sert à rien. C'est seulement 10% de l'or qui est utilisé dans l'électronique. Donc pourquoi on ouvre des mines d'or? Pourquoi on irait faire montagne d'or en Guyane? Heureusement, ce projet a été bloqué. Si on utilise cet argument de la relance minière et de la transition pour faire passer des projets de ce type-là, c'est une folie. Vous nous disiez,
Madame Lagneau, je vais vouloir qu'on parle à un moment d'autres ressources que les métaux, mais j'ai une dernière question pour vous, Monsieur Biwix. Vous nous disiez il y a une question d'usage, de technodiscernement. Madame Lagneau rajoutait même d'éco-conception dès le départ, de se dire en fait, nous devons désormais nous dire que si nous ne voulons pas creuser davantage, il va falloir pouvoir recycler mieux. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de cette manière de faire les choses autrement? Je pense notamment aux travaux de l'AREP, qui est donc une agence qui gère et qui conçoit notamment les espaces des gares et des voies de la SNCF. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, réel, pratique de réinvention du rapport à la ressource? Je peux vous en donner 1000, dont une partie est utopique. Mais je vais faire très court, parce que, voilà, hyper court. Faites-en 3. Voilà. Non, 2. Le premier sujet, c'est qu'il faut faire une sobriété systémique, une sobriété à la source, avant même de savoir si on a besoin de l'objet qu'on va fabriquer. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on a besoin de la multiplicité d'écrans qui nous entourent? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des écrans dans les bureaux de poste et les boulangeries? Est-ce qu'on a besoin d'avoir 4 réseaux télécoms pour organiser la concurrence? Vous n'avez pas 4 tuyaux d'eau qui rentrent chez vous, vous n'avez pas 4 câbles électriques qui rentrent dans votre appartement pour vous alimenter. Il y en a un seul, ça s'appelle les industries de réseau. On n'a pas 4 autoroutes pour descendre à Bordeaux, 4 lignes de train. Pourtant, on a 4 réseaux télécoms. Chacun a ses antennes, chacun a ses stations, ses onduleurs, etc. On mutualise un tout petit peu. Il y a Free qui monte un peu sur les autres, mais c'est tout. C'est une folie. Si on était logique d'un point de vue technique, on dirait qu'il y a un seul réseau d'accès. On fait des concessions régionales avec les différents opérateurs. Tout le monde monte dessus. On n'a même plus de zone blanche. Ça coûte moins cher à tout le monde. Voilà, c'est des exemples comme ça. Deuxième exemple, c'est la question de la réparation. Avant de penser la recyclabilité, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut penser la recyclabilité, penser le démantèlement des objets pour optimiser les taux de recyclage. Mais avant, c'est la question de les faire durer. Une fois qu'on a incorporé ces précieuses ressources qui seront utilisées une seule fois dans l'histoire de l'humanité, notre responsabilité, c'est de faire durer les objets. Pourquoi est-ce que les aspirateurs ne durent pas aussi longtemps que les tramways? 30 ans, 40 ans. Pourquoi les voitures électriques, en plus, qui seront avec des moteurs quasiment inusables? Hélas, les batteries, elles, s'usent, mais un moteur électrique, ça s'use bien moins qu'un moteur thermique. Les voitures pourraient durer 40 ans. Les châssis de voitures, qui sont aujourd'hui zingués, protégés de la corrosion, peuvent durer 40 ans. Quand vous avez votre chaudière qui tombe en panne chez vous, vous ne faites pas tomber toute la maison pour reconstruire une maison autour de la chaudière neuve. Dans les voitures, c'est ce qu'on fait. Donc, ces questions-là, voilà, on peut les ouvrir. Et c'est un champ évidemment gigantesque. Et avant même pour les produits électroniques, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y a des pièces qui s'usent, d'autres qui ne s'usent pas. On pourrait faire du remanufacturing, de la transformation, de la modularité, de la standardisation. Il y a un gisement phénoménal. Alors chez AREP, on est plus modeste, on ne touche pas à l'électronique, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on essaie de faire en un mot pour finir? On travaille sur le réemploi des matériaux. On est dans le bâtiment, donc là il y a un gisement, c'est matériaux, mais aussi équipements. On peut employer des chemins de câbles, on peut employer des prises électriques, on peut employer voilà, plein de trucs comme ça. Et puis on essaie de construire moins. C'est bizarre de dire construire moins. C'est pas bon pour le modèle économique de construire moins, parce qu'on est payé au pourcentage des coûts travaux. Tout le monde dans le secteur de la maîtrise d'œuvre dans le bâtiment. Eh bien on dit non, nous on voudrait construire moins et mettre plus de Jules Cervelle pour construire moins et mieux. Voilà. Et donc de se dire finalement je fais de la sobriété, donc on réfléchit au dimensionnement. Alors de temps en temps le 14 juillet ça coince un peu, parce qu'on est tous en train de prendre le train en même temps. On joue de ça, on dit est-ce qu'on peut accepter quelques jours de pointe? Est-ce qu'on peut accepter une dégradation par exemple du confort thermique? Est-ce qu'on peut faire de la ventilation naturelle pour éviter des équipements et de l'énergie d'exploitation? Voilà, plein de choses comme ça. On essaie de repousser un peu les limites aussi culturelles d'une certaine manière et organisationnelles de nos sociétés. Ça, c'est le cœur de métier de l'AREP. Je voudrais me tourner vers vous aussi, Madame Lagneau, pour revenir aussi au cœur de métier du BRGM. Nous avons beaucoup parlé des ressources minières, parce que ce sont des ressources du sous-sol et que ce sont des matériaux cruciaux pour la transition écologique et la transition numérique. Néanmoins, il y a d'autres ressources dans notre sous-sol. Est-ce qu'il y a des ressources dont nous pourrions nous servir et qui n'auraient pas le même impact écologique ou environnemental? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il nous faudrait mieux prendre en compte dans notre rapport renouvelé au sous-sol? Je vous remercie pour votre question. Néanmoins, je vais encore rebondir sur ce qui vient d'être dit. Allez-y. En tout cas, sur la dimension économique, je suis d'accord avec vous qu'à un moment, il faut que le recyclage devienne rentable, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et pour beaucoup de matériaux, c'est extrêmement coûteux. Nous, on pense au BRGM que de toute manière, on n'est pas du tout en train d'ouvrir assez de mines pour faire face aux besoins tels que je vous les décrivais tout à l'heure. Parce que les mines s'épuisent, qu'on a connaissance des projets qui sont en cours et que pour ouvrir une mine, il faut en moyenne entre 15 et 20 ans. Donc on n'est pas sur la trajectoire. La conséquence de cela,
nécessairement, c'est qu'à un moment, ça aura des conséquences économiques sur le prix des ressources. On n'y est pas. On n'y est pas. S'agissant des terres rares, on a pensé ça longtemps et en fait, on voit très bien que les prix n'augmentent pas parce qu'ils sont très contrôlés par d'autres puissances, mais il y a un moment où la question du prix, la question du coût va être sur la table et, je l'espère, va nous obliger plus vite, encore plus vite, à nous transformer et à réinventer. On sait que c'est malheureusement dans ces moments de crise important qu'on se réinvente et c'est, alors je sais pas, c'est pas désirable pour le coup ni souhaitable, mais probablement et dans pas très longtemps, on va être un peu au pied du mur qui va nous obliger à reconsidérer notre usage de ces matières parce qu'on n'en aura pas assez. Alors, s'agissant des potentialités du sous-sol, alors je pense à une énergie de façon évidente qui est l'énergie géothermique. Aujourd'hui, le sous-sol est chaud. On peut récupérer de la chaleur dans le sous-sol. C'est une énergie disponible, souveraine, non intermittente et renouvelable. Alors, on estime même, enfin, on peut développer de la géothermie, en tout cas de surface, sur l'ensemble du territoire national, ou presque. On estime qu'on pourrait d'ailleurs se passer de l'équivalent de ce qu'on importait de gaz russe à l'époque grâce à cette géothermie. Et puis, il y a des possibilités de géothermie plus profonde pour faire des réseaux de chaleur. Il y en a beaucoup dans le bassin parisien. Elles se sont développées suite au dernier choc pétrolier. Là aussi, des crises, hop, on investit sur des nouvelles technologies, puis après on oublie. Beaucoup de territoires s'y réintéressent, notamment dans ces grands bassins sédimentaires et le bassin aquitain, pour peut-être développer ce type de réseau de chaleur aussi pour chauffer des logements et aussi pour faire des packs réversibles, puisque c'est plus efficace en fait de faire des échangeurs de chaleur avec du sous-sol qui a une température constante qu'avec de l'air. Ça évite les îlots de chaleur l'été. Enfin, il y a beaucoup d'avantages à utiliser de la géothermie. Plus que cela, on peut faire, quand le sous-sol est très chaud, de ce qu'on appelle la géothermie électrogène, c'est-à-dire produire de l'électricité à partir de l'énergie du sous-sol. C'est ce qu'on fait en Alsace, c'est ce qu'on fait en Guadeloupe. 20% des besoins de l'île sont couverts par cette électricité produite localement. C'est probablement une solution. Aujourd'hui, dans nos départements d'outre-mer, nos territoires d'outre-mer, on importe du pétrole, des hydrocarbures. Ce serait une solution à la fois pour la souveraineté de ces territoires et en même temps, bien sûr, pour diminuer leur empreinte carbone. Le développement de la géothermie, nous, en tout cas, on essaie d'accompagner ça. Vous savez que l'État a lancé un grand plan national de développement de la géothermie. Il y a encore des freins, des peurs, parce que, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure aussi, le sous-sol fait peur. D'ailleurs, vous regardez dans l'ensemble des cultures du monde, le sous-sol est associé aux enfers, est associé à la mort, c'est l'inconnu. Donc il y a quelque chose comme un frein autour du développement de ces technologies. Il y a eu aussi dans le passé un certain nombre d'installations géothermiques qui ont conduit par exemple à de la sismicité induite parce que c'était des technologies mal maîtrisées. On est dans un moment où on maîtrise ces technologies, on maîtrise ces risques et on défend beaucoup la possibilité du développement de cette énergie qui est disponible, qui est sous nos pieds et qui, encore une fois, n'est pas intermittente. Réinventer le rapport à la ressource, c'est donc évidemment peut-être et surtout s'intéresser autant à ce qu'il y a sous nos pieds que ce qu'il y a dans l'air. Merci beaucoup Madame Lagneau et Monsieur Biwix d'avoir partagé avec nous aujourd'hui.